différent, c'est que nous, en fait, dans ce domaine de la virtualisation, on ne va pas promettre plus de flexibilité qu'avant, on ne va pas promettre plus de rétrocompatibilité qu'avant. On va promettre en fait le fait que ce qui n'est pas virtualisé aujourd'hui va pouvoir l'être grâce à nous, grâce à notre capacité à gérer de la performance et de la sécurité. Il faut savoir, sur un parc informatique, un data center, globalement, même avec la virtualisation, c'est utilisé à 15%, 20%. C'est très faible en fait le taux d'utilisation d'un data center. Et les postes de travail, j'en parle même pas, c'est encore pire. Donc il y a tout un pan de marché aujourd'hui qui n'est pas adressé par ces acteurs de virtualisation. Nous, c'est là qu'on va aller. Pourquoi ? Parce que comme on a très très peu de pertes de performance et une très très grande sécurité, on va pouvoir virtualiser là où aujourd'hui c'est interdit de le faire. Interdit soit à cause de la sécurité, soit à cause des performances qui rendent les technologies de virtualisation non rentables en fait derrière. Et donc on va pouvoir densifier tout ce qui n'est pas virtualisé aujourd'hui. C'est ça notre proposition de valeur aujourd'hui. Enfin, on va pas se mentir, une boîte, c'est avant tout et largement et très majoritairement des humains. Voilà, s'il n'y a pas les humains, s'il n'y a pas l'équipe, on a beau avoir la meilleure techno, les meilleurs produits, voilà, on n'a pas de boîte, clairement. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Daphne. Avec moi pour enregistrer ce nouvel épisode, Marie, avec qui nous faisons partie de l'équipe d'investissement de Daphne et surtout avec qui nous avons la chance de suivre la pépite que vous allez découvrir aujourd'hui, Keris Software. Hello Marie. Hello. Accrochez-vous car nous allons parler aujourd'hui de virtualisation sans émulation, de NIS 2, de sécurisation des espaces IT, d'augmentation des capacités de calcul, mais surtout d'une histoire humaine, celle de 4 cofondateurs et d'un CEO ici pour les représenter, Thomas Girard. Hello Thomas. Salut, ça va ? Eh ben ça va et toi ? Ça Merci va. d'être parmi nous aujourd'hui. De rien. Ce que je te propose, avant de rentrer dans le dur de tout ce qu'on a mis en intro, c'est de te présenter. Oui, parce que c'était un peu dur l'intro quand même. Il y avait beaucoup de textes. Il y avait beaucoup de mots techniques. On va essayer de clarifier tout ça et de rendre ça très très compréhensible parce que ça l'est en fait. C'est pas très compliqué. Magnifique. Alors quelques mots sur moi et d'où je viens. D'accord. Exactement. Et donc Thomas Girard, moi je suis le CEO de Keris Software, un des fondateurs, des 4 cofondateurs. On parlera d'ailleurs de toute l'équipe, c'est important, je pense, à un moment. Alors, moi je suis un informaticien depuis ma plus tendre enfance, globalement, si on fait un petit peu le parcours historique. J'ai appris à lire sur un Amstrad, donc vous étiez même pas né, je pense. Oui. Je confirme. Un Amstrad CPC, avec du basique, etc. J'ai connu les débuts d'Internet. J'ai fabriqué mon premier modem avec un téléphone que j'avais désossé. Enfin, je suis de cette génération où, dans les années 90, globalement, l'informatique était quand même plus facile qu'aujourd'hui. Il fallait pas un bac+5 pour comprendre ce que c'est qu'un ordinateur. Et j'ai eu la chance de grandir en même temps que l'émancipation de ces technologies-là, les premiers BBS, les premiers sites internet, etc. Et tout était simple et facile. Mmh. Et donc j'ai poursuivi naturellement dans cette voie-là ce qu'on appelle du hacking, mais au sens bien du terme, attention, au sens bien du terme. Ça veut dire quoi au sens bien du terme ? Au sens bien du terme, c'est-à-dire désosser des choses, les utiliser de façon détournée. Okay. Comment est-ce que je peux utiliser un ordinateur pour faire autre chose que ce qu'il est prévu de faire, ou n'importe quel objet d'ailleurs, pour faire autre chose que ce dont il est prévu. Et donc du coup, j'ai pu utiliser ces capacités dans différents domaines. J'ai eu du coup la chance de travailler dans des domaines très techniques, dans des domaines notamment régaliens à une époque. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer activement à la création du coup d'une activité cybersécurité. Alors à l'époque, ça s'appelait pas la cybersécurité, ça s'appelait la SSI, donc la sécurité des systèmes d'information. C'est du rebranding, mais c'est globalement la même chose si on veut caricaturer. Mmh. Et donc j'ai commencé dans les années début 2000, dans des bunkers sans fenêtres. Et 20 ans plus tard, j'ai quand même eu mon bureau à moi, avec des fenêtres, donc c'était top. C'est vraiment organisé comme ça ? Oui. À la fin, tu as une terrasse ? J'étais pas encore là à la terrasse, mais peut-être si j'étais resté, je ne sais pas.
Bah oui, parce que c'était plutôt dans un domaine militaire, donc il n'y avait, Ok. il y avait pas forcément de fenêtre. Ouais. Et donc l'activité cybersécurité de CS Group, donc une ETI française, industrielle de défense, voilà, de quasiment from scratch jusqu'à une activité qui représentait 350 personnes et à peu près 65 millions de chiffre d'affaires. Donc très belle réussite, ouais. Et puis est venue la décision de lâcher tout ça pour fonder Keris avec 3 autres cofondateurs. Du coup. Et peut-être avant d'en dire 2 mots, tu parlais justement de CS Group tout à l'heure. C'est là-bas, il me semble, que tu as rencontré tes cofondateurs. Alors, même avant, en fait. Okay. Avant, puisque je les ai rencontrés à l'école. Voilà. Oui. Et donc, au bar, en soirée, voilà, tout ça. Et donc, ça a créé beaucoup de liens très forts. Il se trouve aussi qu'on a eu la chance, alors chacun a pris son chemin professionnel, mais il se trouve que notre dernière expérience commune a été effectivement chez CS et on a appris à travailler, on a constaté en fait qu'on savait travailler ensemble, on était très complémentaires et c'est ce qui fait aussi la force du groupe de cofondateurs. 4 cofondateurs pour une société, c'est pas forcément dans la moyenne en tout cas. Et il se trouve qu'on a chacun quand même notre rôle, notre zone de confort, nos compétences qui font que ça forme un tout cohérent et qui me semble très solide en tout cas pour monter une société comme Keris, quoi, avec les ambitions qu'elle a en tout cas. Canon. Après, c'est vrai que tu as aussi d'autres exceptions. Hein. Les fondateurs de Penny Lane, je sais plus, ils sont 5 ou 7. Oui, exactement. J'ai vu aussi à 10 une fois. Bon, oui. Ça peut arriver. Exactement. Voilà. Et, peut avoir de très gros succès. Hein. Exactement. C'est ce que je nous souhaite. Exactement. Vous êtes prêts ? On saute dans le bain. Ouais. On parle de Keris. Ah bah oui. Les mots compliqués. On peut dire Keris d'ailleurs, plutôt que Keris Software. Alors, le nom officiel c'est Keris Software effectivement, mais on peut dire Keris pour simplifier, pas de souci. C'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous faites ? Tout. Raconte-nous les mots compliqués. Les mots compliqués. Alors, c'est pas compliqué, en fait. Keris, c'est très simple. Hein. C'est une nouvelle technologie qui va permettre, en fait, de mutualiser les équipements informatiques. Hein. Donc, ça veut dire concrètement que là, aujourd'hui, on a 2 PC ou 2 serveurs. Eh bien, on va pouvoir mettre ces 2 PC ou ces 2 serveurs sur une seule machine physique. C'est tout simple. Ça sert à ça. Mais c'est possible parce qu'on apporte en fait des preuves de sécurité, un niveau d'assurance de sécurité qui est très fort, qui est aujourd'hui juste inatteignable par tous les autres acteurs du marché, et des preuves de performance qui sont extrêmement fortes aussi, c'est-à-dire qu'on perd très peu de performance par rapport à de la performance native de la machine en passant par notre solution. Ces 2 caractéristiques-là en fait nous ouvrent tout un marché qui aujourd'hui en fait n'est pas adressé par les acteurs historiques du marché. Alors aujourd'hui, on s'est placé dans le domaine de la virtualisation parce que c'est le plus proche. Donc la virtualisation, hein, c'est globalement comment je fais pour simuler un ordinateur virtuel sur un ordinateur physique. Nous, c'est pas exactement ça. Hein. Même si on présente sous la forme de virtualisation, en fait, on est une nouvelle façon de faire de la virtualisation. Je suis même pas sûr qu'à terme, on se définisse comme un acteur de la virtualisation. En fait, hein. On va voir comment le marché nous perçoit et ça va nous donner aussi, nous, notre image et notre positionnement. Vous avez déjà une idée du bon mot quand ça sera plus virtualisation ? C'est une bonne question. On pense autour de mutualisation d'équipements informatiques, on pense d'optimisation de ressources, peut-être des serveurs as a service. Donc, c'est des nouvelles catégories qui ne sont pas forcément définies au sens Gartner du terme, mais dans lequel on voit sur la cartographie des technologies qu'il y a des trous et on pense qu'on est un de ces trous-là. Voilà. Après, il faudra marketer tout ça correctement, mais c'est ça l'idée. Et peut-être pour expliquer un peu la différence, du coup, entre la virtualisation classique. Et nous, oui. La virtualisation classique, donc c'est une technologie qui date des années 1970, hein, donc c'est une technologie qui est quand même extrêmement vieille, qui est née avec les premiers ordinateurs parce que les premiers ordinateurs coûtaient extrêmement cher, donc on voulait optimiser l'utilisation des ordinateurs évidemment, et donc on voulait compartimenter, donner en fait un accès concurrent à un ordinateur à différents groupes, c'était ça l'idée. Ça a évolué, et notamment une grosse évolution dans les années 90, même si ça gardait toujours le même principe, mais dans les années 90, milieu 90, avec Citrix et VMware, qui sont les 2 acteurs historiques de la virtualisation, qui ont en fait proposé une nouvelle proposition de valeur, en fait, qui consistait à dire, bien écoutez, vos applications métiers que vous avez payées extrêmement cher sur vos mainframes ou sur vos gros serveurs, que vous avez payé des millions d'euros,
pour qu'elle soit compatible avec les nouveaux matériels, eh bien nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'en utilisant des technologies de virtualisation, on va émuler les anciens serveurs pour être sûr que votre application, elle sait encore tourner sur les nouveaux serveurs. Mais on va du coup pouvoir utiliser des nouveaux matériels qui sont sous garantie, qui sont plus performants, etc. Donc c'était une promesse de rétrocompatibilité, en fait, la virtualisation au départ. Et puis c'est devenu, avec les débuts d'Internet, d'Internet massifié, hein, donc fin 90, début 2000, ça s'est transformé dans une promesse de flexibilité, parce qu'on s'est aperçu en fait que c'était plus facile de gérer des machines virtuelles que des machines physiques. C'était plus simple, c'était plus facile, plus flexible. Donc ça s'est transformé vers une offre, une value proposal, une offre, pardon, une proposition de valeur, merci en français. Une proposition de valeur qui était autour de la flexibilité. Et ça marche bien pour toutes les architectures web, Internet, qui sont assez bien faites pour pouvoir tourner sur ce type de technologie-là. Là où nous, on va arriver, et notre différence, c'est que nous, en fait, dans ce domaine de la virtualisation, on ne va pas promettre plus de flexibilité qu'avant, on ne va pas promettre plus de rétrocompatibilité qu'avant. On va promettre, en fait, le fait que ce qui n'est pas virtualisé aujourd'hui va pouvoir l'être grâce à nous, grâce à notre capacité à gérer de la performance et de la sécurité. Il faut savoir, sur un parc informatique, un data center, hein, globalement, même avec la virtualisation, c'est utilisé à 15%, 20%. C'est très faible, en fait, le taux d'utilisation d'un data center. Et les postes de travail, j'en parle même pas, c'est encore pire. Donc, il y a tout un pan de marché aujourd'hui qui n'est pas adressé par ces acteurs de virtualisation. Nous, c'est là qu'on va aller. Pourquoi ? Parce que comme on a très très peu de pertes de performance et une très très grande sécurité, on va pouvoir virtualiser là où aujourd'hui c'est interdit de le faire. Interdit soit à cause de la sécurité, soit à cause des performances qui rendent les technologies de virtualisation non rentables en fait derrière. Et donc on va pouvoir densifier tout ce qui n'est pas virtualisé aujourd'hui. C'est ça notre proposition de valeur aujourd'hui. Et tu peux nous dire peut-être comment ? Alors, comment ? C'est très simple. En fait, ce qu'on a développé, c'est quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à 2 ans, hein, globalement. On a développé, en fait, un espèce de, si je dois utiliser des images, de plombier vigile sur les ordinateurs. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes ordinateurs qu'il y a 10 ans, pour plein de raisons. Mais en fait, on utilise maintenant des anciennes technologies de supercalculateurs d'il y a 10 ans, 15 ans. Ça change quoi, en fait ? Eh bien, ça change qu'on est passé d'une logique où avant on avait l'organe central d'un ordinateur qui s'appelle le processeur, qui dirigeait un petit peu les opérations, plutôt sur une technologie, alors, les anciens termes c'était maître-esclave, mais ça se dit plus maintenant, à une technologie de mise en concurrence des ordinateurs qui constituent un serveur aujourd'hui. Puisque un serveur aujourd'hui, en fait, c'est plein d'ordinateurs qui sont à l'intérieur. Et vous avez un ordinateur qui va être autour du CPU, un ordinateur autour de la carte graphique, autour de la carte réseau, du disque dur, etc. Et tous ces ordinateurs-là, pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils puissent communiquer. Et donc, du coup, ils se sont mis d'accord, tous les constructeurs, pour pouvoir vendre des choses, ils se sont mis d'accord sur des interfaces entre eux, pour qu'ils puissent communiquer. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? On se plug sur cette interface-là, on va développer donc un espèce de plombier, donc dans le sens où on va pouvoir en fait faire des tuyaux entre les machines virtuelles et les matériels de manière directe. Et donc ça veut dire quoi ? De manière directe, ça veut dire que globalement sans perte de performance ou quasi sans perte de performance, donc il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas de virtualisation, il n'y a pas de toutes ces choses-là qui prennent de la puissance machine. Donc ce qui fait qu'on arrive en fait à virtualiser entre guillemets l'ensemble des matériels d'un serveur, ce qui est aujourd'hui une proposition de valeur unique sur le marché. Mais en plus de ça, on a un côté vigile, ce que les plus techniques appelleront pare-feu. Vigile dans le sens où on va être capable de donner l'autorisation ou pas de tel matériel, de la communication entre tel matériel et tel matériel, entre le processeur et la carte graphique, la carte réseau, l'écran, etc. Donc ce qui nous donne en fait une maîtrise vraiment très très fine de l'intérieur d'un serveur. Et globalement, après, avec notre logiciel, on fait ce qu'on veut. Et donc, on décide ou pas de présenter des machines virtuelles, de donner accès au réseau, à la carte graphique, au CPU, une partie du CPU, etc. Donc, c'est aujourd'hui une nouvelle façon
de faire des machines virtuelles qui aujourd'hui n'est pas... on est à date, en tout cas, on est le premier sur le marché à faire ça. Et tu disais, tu t'adresses à la fois au poste de travail et puis au serveur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ? On a plusieurs postes de travail, les serveurs, comment est-ce que c'est organisé ? Oui, alors juste deux mots avant. Effectivement, notre techno, elle est tellement ce qu'on appelle bas niveau, donc très très proche du matériel, que en fait, on est un petit peu agnostique du type de matériel sur lequel on travaille. Et ça nous permet d'un seul coup, j'ose dire, d'adresser et le marché classique des data centers et du cloud et du data center public ou privé, et le marché qui est aujourd'hui totalement à l'abandon au niveau de la virtualisation et de la densification du poste de travail. Donc on a en fait dérivé de cette même technologie deux produits. Un produit qui va s'orienter vers les data centers, sur lequel on va pouvoir communiquer d'ici la fin d'année globalement, et un produit qui va s'adresser aux postes de travail qui aujourd'hui ne sont pas virtualisés ou très très faiblement virtualisés. On retrouve des choses autour de bureaux virtuels distants, on appelle ça le VDI, mais rien en local. À chaque fois en local, c'est très compliqué. Il y a des technos vraiment très legacy qui existent, mais qui sont pas performantes. Tu dis qu'il va s'adresser, mais qui s'adresse. Tu nous as montré ton ordinateur, c'est live. Oui, qui s'adresse. Oui, la techno, elle existe effectivement sur la partie poste de travail depuis l'an dernier. Nous, on l'utilise depuis mars 2024. Donc, c'est des choses qui fonctionnent, qui marchent, sur lesquelles on a déjà nos premiers clients et sur lesquels on vise des tampons de sécurité. Donc, on fera une annonce, je pense, le mois prochain. Teasing en termes de tampons de sécurité. Et là, c'est pareil, on sera le premier à avoir ce tampon de sécurité, ce qui va nous crédibiliser, puisqu'on a une notion quand même de sécurité, de cybersécurité dans notre produit, et donc une notion de crédibilité à construire. Et donc, on va aller chercher les différents tampons qui vont bien auprès des autorités nationales, et commencer par l'autorité française, autour de nos produits. Voilà, donc teasing, attendez le mois prochain, regardez notre com. Voilà. Alors après, on ne sait pas quand le podcast sera diffusé, mais... Au mois de juin. Voilà. Au mois de juin. Et d'ailleurs, c'est assez dingue, parce que nous, on s'est rendu compte en découvrant aussi le marché de Keris, que tu avais quand même pas mal d'industries où des administrateurs se baladaient avec 5 ordinateurs. Énormément. Quand on a créé la boîte, en fait, on pensait d'abord utiliser notre technologie sur du matériel régulé, donc du matériel sous réglementation, donc des gens qui sont légalement obligés en fait d'utiliser plusieurs machines, que ce soit plusieurs postes de travail ou plusieurs serveurs. Et ça, on a des études là-dessus. C'est un marché qui est assez connu, qui est un petit million de personnes en France, ce qui est déjà très très correct. Et en fait, en s'apercevant, en cherchant un petit peu des clients, en prospectant, on s'est aperçu que c'était en fait la minorité du marché, ça. Et que la majorité du marché, c'était des gens qui utilisaient de postes de travail, mais qui n'étaient pas obligés de le faire, tout simplement pour des raisons opérationnelles ou des raisons de performance, et pas forcément des raisons de sécurité. Et ça, sur un facteur 5, c'est colossal. Hein. La grosse partie du marché, c'est en fait des gens qui utilisent de postes, mais qui ne sont pas obligés. Donc on pense aux développeurs, par exemple, qui ont un poste Linux, un poste Windows, ou deux postes Windows, mais avec des droits différents. On pense aux administrateurs qui ne sont pas forcément régulés, mais qui ont quand même une bonne pratique de sécurité, qui est de séparer les environnements. On pense à la séparation entre les environnements IT et les environnements OT industriels qui sont aujourd'hui séparés, alors même s'il y a de plus en plus de connexions, mais qui sont quand même aujourd'hui séparés. Donc en fait, il y a énormément de cas et c'est ces cas-là qui vont construire notre pipe. Et on s'est rendu compte en fait que le marché workstation, donc le marché poste de travail, quand on regarde les chiffres globaux de marché, est très déséquilibré par rapport au marché de la virtualisation data center. Okay. Et quand on regarde les acteurs historiques de la virtualisation, qui sont basés sur des technos des années 70, qui sont optimisés, qui sont fait évoluer, mais qui sont toujours sur le même concept, on se rend compte que leur chiffre d'affaires va énormément tendre et très très penché vers le côté data center et très très peu sur le côté poste de travail. Contrairement à tous les autres acteurs de l'IT où on observe globalement, pour vraiment très très schématiser, un 50-50 entre la partie data center et la partie end user au niveau de leur chiffre d'affaires. Et nous, on pense que ce déséquilibre-là vient du manque de techno possible pour adresser ce marché-là. Et
hopefully, si ça se trouve, l'idée c'est que nous on puisse proposer une techno qui puisse combler ce vide-là et rééquilibrer le marché aussi sur la partie workstation. Et on parlait de time to market tout à l'heure. La réglementation est aussi un gros accélérateur. On a le vent dans le dos. Là, effectivement, la réglementation. Mondialement, pour le coup. En France, on est assez précurseur sur la réglementation, on aime bien ça. Mais ne sous-estimons pas les US aussi, qui sont très, très réglementés aussi. Mais nous, on avait la loi de programmation militaire qui date les premières qui commencent à parler de ça datent de 2008. Qui est rafraîchi à chaque cycle. On a aujourd'hui la même chose, mais au niveau européen, qui est la NIS 2, qui est en cours aussi de vote et puis de transcription dans les lois nationales. Qui implique quoi exactement, la NIS 2 ? Alors, de notre point de vue, qui va impliquer la séparation des environnements, et notamment les environnements administrateurs et les environnements usuels, qui va nécessiter un cloisonnement fort entre ces deux environnements. Donc, la seule réponse acceptable aujourd'hui, c'est la séparation physique. Nous, on va venir avec la technologie qui va permettre justement de ne pas séparer physiquement, de pouvoir séparer uniquement logiquement, mais avec un niveau d'assurance de sécurité qui est suffisant pour répondre à la réglementation. Et ça, j'en ai cité une, mais en fait, toute la réglementation, les HDS aux US, les IPA, etc., sont tous dans le même trend. Je pense que c'est un des rares trucs sur lesquels on est à peu près tous d'accord en cyber dans le monde entier. C'est que, globalement, on essaie de séparer les environnements de niveaux de sécurité différents. Donc, on a vraiment le vent dans le dos là-dessus, clairement. Et comment on arrive à créer un nouveau standard de sécurité qui n'existe pas aujourd'hui ? On a des gens qui sont bons. Il n'y a pas de secret. Enfin, là, pour le coup, j'ai la chance d'avoir des fondateurs qui sont quand même des triple A. Ça ne sera pas enregistré pour le coup, du coup c'est bon. Mais qui sont excellents et qui ont eu la bonne idée au bon moment, qui ont su faire, parce que c'est quand même... Enfin, j'en parle de manière extrêmement simple. On met 2 PC sur un PC externe, mais en fait, c'est très compliqué techniquement. Je pourrais effectivement descendre dans les détails, mais c'est pas l'objectif. Donc il faut avoir la bonne idée, il faut savoir le faire, et il faut savoir après le prouver derrière. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes aussi pour qu'ils nous aident à faire des preuves formelles, etc. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà. Et justement, ces preuves-là, qui est-ce qu'il faut aller voir ? C'est auprès de l'ANSSI qu'on obtient la bonne certification ? Alors oui, l'ANSSI pour le côté français, et puis après derrière pour le côté international avec des reconnaissances mutuelles internationales. Et donc nous, on va également être en partenariat avec la partie preuve formelle mathématique. On va annoncer un partenariat avec le CEA là-dessus. Parce qu'ils sont reconnus internationalement. Il faut bien voir qu'en France, on a quand même des espèces de pointures impressionnantes dans différents domaines, et notamment dans la preuve formelle, le CEA List, qui est quand même reconnu mondialement là-dessus, sur son soft qui s'appelle Pharmacie, et donc qui vont nous aider en fait à prouver notre niveau de sécurité de notre produit. Donc ça va nous faire aussi gagner pas mal de temps. Donc Génial. Est-ce que tu peux faire rêver nos auditeurs et leur parler un peu des performances de Caris aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si ça fait rêver, mais bon. mais ce qui est impressionnant, effectivement, c'est qu'en changeant de paradigme au niveau de la mutualisation de matériel, en fait, ça nous ouvre des portes qui nous sont aujourd'hui fermées par les technologies actuelles, et notamment sur la performance, où on va avoir, on va ne perdre que 10% de la machine globalement. Donc, c'est-à-dire que en usage usuel, de tous les jours, vous ne voyez même pas la différence à l'œil nu entre un poste virtualisé et un poste physique avec notre technologie. Ce qui n'est pas le cas du tout des autres, pour le coup, clairement. Et tout ça tourne en plus en local, donc il n'y a pas de dépendance avec Internet, etc. C'est pas forcément en mode SaaS, en tout cas. Donc ça nous permet d'avoir en local plusieurs PC avec des performances quasi natives, donc qui ne se voient pas, et avec on a aussi forcé le trait sur le côté usabilité. Et j'invite les auditeurs d'ailleurs à venir voir notre page YouTube typiquement, sur laquelle il y a des vidéos d'explications et de démos de la technologie, pour voir comment c'est simple en fait de changer, de basculer d'environnement instantanément entre le Windows et Linux, ou de Windows ou de Linux, whatever, et que c'est utilisable en fait par tout le monde. C'est vraiment un produit dont on a voulu qu'il soit utilisable par l'ensemble de la population qui utilise un ordinateur dans un environnement professionnel. Donc, tout le monde, pas des informaticiens. Est-ce que les jeux vidéo RPG tournent sur Caris ? Oui. Parce que c'est ça qui les a testés. Parce que le truc qui est bien, c'est que du coup, on peut se séparer. Donc moi, sur mon poste pro, j'ai mon environnement Windows Pro, mon environnement Linux Pro,
et mon environnement Windows perso. Et comme j'ai directement accès à la carte graphique, je peux jouer à des jeux vidéo sur mon poste pro. Ça, c'est top. Donc ça marche. Ça sera peut-être pas ton meilleur argument corporate. Ça dépend avec qui. Et attends, je reviens encore sur le... Je suis rabat-joie, mais sur le time to market. Ouais. Il y a aussi... Est-ce que tu ressens aussi, quand tu parles à tes clients, ce qui se passe autour de VMware aujourd'hui, qui s'est fait racheter par Broadcom il y a pas si longtemps? Oui. Alors, il y a effectivement un espèce de ras-le-bol client de fond depuis le rachat. Alors, sur la partie VMware, sur la partie qui est déjà virtualisée, les clients sont ouverts aux alternatives, clairement. On l'a vu. Alors, c'est pas quelque chose sur lequel on va nous forcément jouer, parce que l'idée, c'est pas de virtualiser ce qui est déjà virtualisé. Ouais. On le fera bien sûr avec grand plaisir pour les gens qui nous écoutent et qui ont du VMware. Venez nous voir, aucun problème. mais on va surtout se concentrer sur ce qui n'est pas virtualisé aujourd'hui. Okay. Par contre, on voit bien le ras-le-bol effectivement quand on voit nos clients qui nous disent sur la partie qui est déjà virtualisée, comment on peut faire, parce que là globalement on a fait du x5, x7 et voilà, on trouve sur les tarifs. Wow. Non, c'est impressionnant. Oui. La politique de Broadcom qui est assumée par le patron de Broadcom. Et voilà, il veut garder 100 clients qui rapportent le plus, le reste. Voilà. Je pense que les gens se rendent pas compte, mais VMware c'est quasi aujourd'hui 60-70% du VMware, marché. C'est le monopole sur le marché de la virtualisation aujourd'hui. Alors concentré serveur, du coup, la partie poste de travail n'est très peu adressée par VMware. Sur la partie serveur, c'est sur un marché qui pèse 90 milliards globalement par an. VMware, c'est 50-60 milliards. C'est colossal. Wow. C'est colossal. C'est l'acteur historique majeur du marché de la virtualisation. Clairement. Après, ça crée des incohérences à court moyen terme. Après, chacun fait ses choix dans sa politique d'entreprise, effectivement. Voilà. On a parlé pas mal de marché, de technique, et on n'a pas parlé beaucoup de culture. Tu as scalé une grosse business unit chez CS. Quel est aujourd'hui, s'il y avait un élément de culture qui te paraît super clé pour créer Keris et avoir une super dynamique d'équipe, ce serait laquelle? Il y en a plein. Enfin, il n'y a pas de recette avec un seul axe. Ce serait trop simple, tout le monde serait un super manager et tout le monde ferait des... Dommage. Donc j'ai pas de recette magique, malheureusement. Mais avant tout, je dirais qu'il faut quand même... ce sur quoi j'ai bien insisté dans mes expériences précédentes, c'était quand même la culture d'entreprise, créer un groupe, créer des gens qui sont motivés, qui croient en l'aventure, qui sont d'accord et raccord avec la vision qu'on porte, là où on veut aller, et qui adhèrent à cette vision. Parce que du coup, ça permet aux gens de se projeter, ça permet aux gens d'être motivés et effectivement de faire peut-être même plus que ce pourquoi ils sont payés à la base, et d'encourager les initiatives internes. Ça, c'est super important. Parce que, on va pas se mentir, une boîte, c'est avant tout et largement et très majoritairement des humains. Voilà, s'il n'y a pas les humains, s'il n'y a pas l'équipe, on a beau avoir la meilleure techno, les meilleurs produits, voilà, on n'a pas de boîte, clairement. Ouais, tu prêches des convaincus. Ouais. Et voilà. Donc, c'est peut-être un bon lien aussi sur le fait de pouvoir dire, au moment où le podcast sera annoncé, qu'on est très fiers d'avoir exactement de backer Keris avec d'autres co-investisseurs sur le tour de Précile. Et merci Daphné, merci pour la confiance, clairement. Et également. On va continuer à se jeter des fleurs après le podcast. Ça marche. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé justement vous avez décidé de lever ce tour de Précile? Alors là, c'est une question aussi de go-to-market. Ouais. C'est-à-dire que on a beau être les meilleurs du monde, les plus intelligents, il y a aussi d'autres meilleurs du monde et d'autres plus intelligents que nous, sûrement, dans d'autres pays. Il se trouve que la fenêtre d'ouverture de la création de ce type de technologie date d'il y a globalement 2 ans, 3 ans peut-être. On a eu l'idée. A priori, on est les premiers à shooter. Il n'y a pas de raison que d'autres ne puissent pas avoir l'idée aux US, en Chine, etc. Et donc, on a aussi une notion de une volonté de courir très très vite pour avoir un maximum de parts de marché. Donc, on est vraiment dans une course en avant. Course pour le coup. Donc c'est pour ça que la boîte a été créée en 24 et on a commencé effectivement la levée en début 25 parce qu'on a besoin d'accélérer très très fort
pour avoir le maximum de parts de marché, créer la marque. En fait, c'est ça l'objectif, structurer la société, créer la marque pour que derrière, on puisse être en meilleure position que les autres quand ils vont arriver sur le marché. Et ce sera sans doute pas un VMware ou sans doute pas un Citrix, ça sera sans doute quelqu'un qui va se réveiller dans une université et qui va avoir la bonne idée. Donc, et on veut être prêt et on veut avoir la meilleure position possible. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on soit sur un fast track. Voilà, c'est ça l'idée. On est parti pour. On est parti pour. Vous avez constaté, on avance, on court, nous, on avance. Voilà, on court. Magnifique. Je vois qu'on arrive déjà au bout des 30 minutes qu'on s'était fixé, mais peut-être sur les... Enfin, je sais pas si tu voulais parler d'autres sujets en particulier. Quand même l'équipe, parce que oui, bien sûr. Les fondateurs, c'est quand même super important qu'une boîte sans une équipe structurée, sans une équipe complémentaire, c'est pas une boîte, clairement. C'est pas un mec tout seul. C'est pas parce que je parle au micro. La boîte, elle tourne derrière quand même. C'est ça qu'il faut se dire. Et elle tourne, et elle tourne sans moi, heureusement. Donc l'équipe de fondateurs est quand même super importante. Donc je voulais surtout insister sur le fait que ce type d'aventure-là, comme Kerisk, a quand même une envergure et une volonté assez forte, quand même. Le but, c'est quand même il y a un chemin pour que ça marche très très fort. Voilà, on verra si dans un an, quand je réécouterai le podcast, où est-ce qu'on en sera. Mais il y a un chemin, et ce chemin-là, il n'est possible que parce qu'effectivement, on a commencé à 4 avec des profils qui sont très très bons dans leurs différents domaines, qu'on a eu une équipe qui fonctionne, une core team qui fonctionne, et qu'on a su fédérer autour de nous nos premiers employés qui sont meilleurs que nous. Parce que c'est aussi ça l'idée, c'est de toujours recruter meilleurs que nous. Il ne faut pas qu'on soit meilleur de la boîte, sinon ça ne marchera pas. Et donc je voulais insister sur le fait que une boîte, c'est avant tout une équipe de fondateurs très très motivés et qui peut construire l'ossature de la boîte et entourer et fédérer autour d'eux, chacun d'entre eux, des meilleurs talents qu'eux. Et ne pas avoir honte de dire qu'on n'est pas les meilleurs de la boîte, clairement. Voilà. C'était très inspirant. Est-ce que pour continuer sur cette touche d'inspiration, tu aurais une ressource, que ce soit quelqu'un qui t'inspire ou un bouquin, quelque chose pour nos auditeurs? Voilà, moi je suis pas très inspiré, tu sais. Tu es inspirant, c'est déjà pas mal. Bien joué. Non, comme ça, non, j'en ai pas. Alors, spoiler de la vidéo que vous verrez avec le podcast, mais du coup, le RPG qui pour toi est le meilleur RPG all time. Ouais, mais c'est un truc de vieux, vous n'allez pas comprendre. Donc peut-être qu'on va comprendre. Ah oui. Alors, celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, peut-être parce que j'avais plus de temps aussi à l'époque d'ailleurs, c'était une franchise qui s'appelait Baldur's Gate 2 à l'époque. Okay. Chab a tout compris, je crois. qui est une licence de RPG très très ancienne, donc fin 90 même, tu vois. Donc ça date. J'avais des cheveux. Mais c'est pour moi la meilleure de tous les temps, effectivement. Ouais. Canon. Mais bon, ça, je suis pas sûr que ça intéresse trop les auditeurs. Détrompe-toi, je pense que oui, des gens vont se reconnaître. Peut-être. Donc si on résume, tu cherches aujourd'hui des talents pour étoffer l'équipe. Des talents, des clients. Exactement. Mais oui, pour l'équipe, je cherche des gens qui sont, encore une fois, meilleurs que nous et qui peuvent nous apporter au-delà. C'est ça, c'est vraiment ça l'idée. Des gens qui s'inscrivent dans la stratégie, qui adhèrent à la vision de l'entreprise. Donc ça veut dire courir, globalement. Courir et pas toujours tout droit, en plus. C'est ça l'idée, il faut être agile quand même. J'ai beaucoup appris là-dessus sur cette aventure-là. Et puis je recherche effectivement des clients qui n'ont pas conscience de notre technologie. Parce qu'il faut se mettre aussi dans l'idée, et là je parle plutôt aux clients, que en fait avec notre techno on va autoriser des comportements qui jusqu'à présent, depuis les années 70, même depuis les années 60 avec l'Orange Book, sont interdits. Et donc il faut changer de culture et changer de logiciel aussi, et évangéliser sur le fait que maintenant avec nous, ce qui était interdit avant devient autorisé. Et que les systèmes d'information, l'IT de manière générale, elle peut être construite maintenant différemment. Comme elle aurait dû être construite peut-être il y a 50 ans, 60 ans, mais on n'a pas pris le chemin, c'est comme ça. On a préféré interdire parce qu'on n'avait pas de techno viable sur le sujet. Donc il y a toute une partie évangélisation, et c'est aussi pour ça que j'en parle, qui est de dire, maintenant, arrêtez de faire 2 postes, arrêtez de faire 2 systèmes séparés. Maintenant, vous avez le droit, vous avez la capacité, la techno,
pour pouvoir mutualiser les trucs qui aujourd'hui sont physiquement séparés. Donc regardez, changez de paradigme, changez de façon d'urbaniser votre système d'information et regardez un petit peu ce que nous on peut proposer pour vous aider du coup à simplifier votre système d'information et évidemment faire des économies, hein, il y a aussi ça. Voilà. Surtout. Bah oui. Le message est passé, on le relaiera. Oui. Et ben merci beaucoup Thomas. Génial. Merci Thomas. Mais merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci.